Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ces magazines HK Today. Bonjour partout où vous êtes, bonjour à tous les amis qui nous suivent à travers le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Alors aujourd'hui, les thèmes, vous l'avez déjà vu, union sacrée, vers quelle issue? Nous allons essayer d'évoquer la question. Vous savez que l'actualité, c'est toujours l'union sacrée. L'actualité, ce sont des négociations. L'actualité, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Lundi, aujourd'hui, nous sommes le mardi, je m'excuse. C'est tout ce qui s'est passé autour de la journée d'hier. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Union sacrée, quelle issue? Et aujourd'hui, si je dis nous allons en parler aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je vais prendre aujourd'hui pour analyser ces sujets un spécialiste en communication qui se trouve en Australie. Je vous ai toujours dit, comme vous pouvez le voir aussi, cette émission a toujours été appuyée techniquement, stratégiquement par Grand Journal. Et nous allons prendre aujourd'hui pour la première fois dans notre émission l'éditeur responsable du Grand Journal, Eric Mwamba, depuis l'Australie, où je vais tenter de les joindre. Alors, voilà, Eric Mwamba est avec nous. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, HK, et joyeuse année, bonne fête et joyeuse année même de manière tardive à tous les téléspectateurs de HK Today qui sont partout dans le monde. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Pour ceux qui ne connaissent pas Eric Mwamba, vous êtes éditeur du Grand Journal, un média d'investigation et de prospective et des solutions. Alors, vous êtes basé en Australie, vous êtes auteur et ancien président du Forum de reporters africains d'investigation, connu beaucoup en Afrique sous l'appellation de FAIR. Alors, vous êtes spécialiste en journalisme d'investigation et vous avez beaucoup travaillé sur la question de la RDC. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé vous inviter aujourd'hui pour la première fois. C'est une fierté de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'investigations autour du pouvoir de l'ancien gouvernement, l'ancien pouvoir de Joseph Kabila, et vous avez fait beaucoup d'investigations au début du pouvoir de Félix Tshisekedi. Parfois, moi, je vous appelle, vous avez une certification ou une licence en tshisekédisme. Permettez-moi de le dire ainsi, puisque j'ai parcouru beaucoup de vos articles. Alors, avant de commencer, Eric Mwamba, peut-être pour aider les amis qui nous suivent à travers le monde, est-ce que vous pouvez nous briefer un peu, c'est quoi le journalisme d'investigation? Vous avez été président de ces forums pour toute l'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous briefer un peu quelque chose sur le journalisme d'investigation? Bon, le journalisme d'investigation, c'est tout simplement une bonne pratique du journalisme. On appelle ça en d'autres termes journalisme de qualité, même si les définitions dépendent de chercheurs, de professeurs et de praticiens qui ne se mettent pas d'accord comme c'est le cas pour n'importe quelle discipline, pour n'importe quel métier, pour n'importe quelle science. Mais moi, je dirais tout simplement que les critères du journalisme d'investigation sont basés essentiellement sur la justice sociale, c'est-à-dire le journalisme d'investigation met en place la recherche sur les documents, tout ce qui touche à la gestion des affaires publiques, parce que quand on gère les affaires publiques, il y a un principe de redevabilité, c'est-à-dire les élus locaux, les élus nationaux, les ministres, les membres du gouvernement, les mandataires ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. Alors, il faut qu'il y ait des médias libres et indépendants qui permettent à la population de s'exprimer et d'exiger que toutes ces personnes que nous avons énumérées puissent rendre compte à la population pour qu'il y ait la transparence, la vérité, la traçabilité dans les affaires publiques, puisque ces personnes gèrent les affaires publiques au nom de la population. Alors, un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui a énormément besoin du temps, puisqu'il doit compiler les documents, recourir aux experts, parfois
vous avez des documents, mais vous ne les comprenez pas, puisque les journalistes d'investigation travaillent sur des domaines divers, hein, c'est-à-dire, par exemple, les industries extractives dans le cadre de la RDC, qui comportent les mines, le pétrole, le bois, etc. Ce sont des domaines très techniques. Parfois, même quand vous avez les informations, vous ne comprenez pas. Alors, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous posez des questions. C'est la première chose que vous faites. Vous vérifiez les faits. Et puis, la chose la plus importante, vous devez apporter des preuves de ce que vous alléguez, puisque en journalisme, on travaille un peu de la même manière comme en droit, c'est-à-dire que les faits que vous alléguez doivent être soutenus par les preuves. Voilà ce que je peux dire en bref, hein, c'est parler du journalisme d'investigation. On Oui. peut prendre des heures et des heures, puisque moi j'étais chargé de la création des normes en journalisme d'investigation au niveau du forum que vous avez évoqué, de Reporters d'investigation, qui est le principal correspondant du consortium international du journalisme d'investigation qui est basé à Washington. Effectivement, vous en avez beaucoup formé en Afrique. Je sais, il y a beaucoup de journalistes qui ont été formés par les FAIR. Et vous avez évoqué les journalismes des normes. Y a-t-il une différence entre les journalismes d'investigation et les journalismes des normes? En fait, il faut dire que le journalisme d'investigation, c'est tout simplement le meilleur journalisme. C'est-à-dire, tout bon journaliste devrait être considéré comme journaliste d'investigation. Malheureusement, puisqu'il fait les trois choses que j'ai énumérées, c'est-à-dire il pose des vraies questions sur des vrais problèmes, il vérifie les faits et il apporte des preuves. Mais malheureusement, de notre temps, cette pratique ne coule pas les rédactions. Et puis avec le foisonnement de ce que moi j'appelle les médias de conversation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, les ordinateurs, n'importe qui peut collecter les informations, les commentaires, les analyses, et puis les diffuser, et puis bon, s'affubler du titre ronflant du journalisme. Donc ça pose un peu problème. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que nous allons chercher un numéro beaucoup plus approfondi où nous allons, disons, approfondir la question, s'il faut que je me répète ainsi. Ça, c'est vraiment un domaine très intéressant pour d'autres journalistes. Alors, je voudrais bien, vous avez d'ailleurs mené beaucoup d'investigations et d'autres investigations qui ont fait tomber d'autres autorités dans les différentes institutions. Vous avez travaillé en Afrique de l'Ouest, et vous avez fait beaucoup d'enquêtes. Ça, je dois les signaler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Revenons sur la question de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi depuis un certain temps. Il y a des tiraillements. Il y a, le pouvoir était chez Kabila. Il est passé du côté de l'opposition à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez beaucoup travaillé sur la question de la RDC dans les différents domaines. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se focalise sur la question du pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, après 2 ans, il s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à réaliser sa promesse telle qu'il l'avait faite à sa population. Aujourd'hui, il a demandé, il a évoqué la création de l'Union sacrée, qui est une dynamique qui va aider à gérer les choses autrement. Et finalement, au moment où nous parlons, il a fait appel à certains opposants, notamment Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, juste pour vous circonscrire les champs. Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas et tout le monde est unanime. Félix Tshisekedi a échoué. Est-ce que je peux dire que vous avez une licence en tshisekédisme, vous avez mené beaucoup d'enquêtes à ce niveau-là. Est-ce que vous partagez aussi l'avis? Est-ce que vous avez une autre vérité à nous donner par rapport à cet échec qui est visible de par les initiatives créées par Félix Tshisekedi? Quelle est votre vérité là-dessus? Félix Tshisekedi a échoué avec l'initiative Union Sacrée.
Bon, moi, peut-être je surprendrai les gens en disant que Félix Tshisekedi n'a pas échoué. Tout se passe très bien, puisque HK, on ne peut pas s'improviser analyste politique en voyant la politique de la même manière que le commun des mortels ou soit l'homme de la rue le voit. C'est-à-dire que si vous voyez des choses de la même manière que monsieur tout le monde, ça veut dire que vous n'êtes pas tout simplement un analyste. Moi, j'utilise l'approche criminalistique pour analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que je considère le terrain politique comme un champ d'affrontement entre les politiciens qui se comportent un peu comme sur une scène de crime, hein, puisque Ouais. là, il faut entrer dans la théorie machiavéliste. Hein. Donc, Machiavel n'est pas... Parce que quand on évoque Machiavel, certaines personnes pensent que Machiavel, c'est quelqu'un de mauvais. Non, c'était un député qui vous explique, un sociologue, un spécialiste en sciences politiques, un député qui vous explique exactement ce qui se passe dans le comportement de la bête politique. Et Félix Tshisekedi est une véritable bête politique. Donc, alors, Alors, sa méthode, comment vous soutenez cette thèse-là? Véritable bête politique qui, vu la situation aujourd'hui, il semble être coincé entre deux murs. Je ne sais pas si vous vous rendez aussi compte. en fait, il utilise une méthode que j'appellerais de manière simple pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre. Sa méthode Oui. s'appelle qui perd gagne. Ça C'est-à-dire, veut illustrer cela. Ça veut dire quoi? oui, c'est-à-dire, vous perdez tout pour gagner tout. Perdre tout pour gagner tout. Oui, c'est ça la méthode que Félix Tshisekedi utilise. Alors, si vous passez en revue les différentes péripéties, puisque moi, je l'ai suivi, par exemple, à Bruxelles, lors des négociations pour le rapatriement du corps de son défunt père d'opposant historique, Étienne Tshisekedi. J'étais à Bruxelles puisque je ne pouvais pas manquer ces rendez-vous. Je l'ai vu à la manœuvre et les gens pouvaient même, à l'époque, hein, parce que s'il faut parler des échecs, HK, il faut se rappeler que le corps de Tshisekedi a fait 2 ans à la morgue à Bruxelles. Mais lui, Félix Tshisekedi, au moment où tout le monde pensait que c'était fini, le corps ne reviendrait jamais, mais lui, il était sûr que le corps reviendra. Et effectivement, il avait même refusé que les obsèques d'Étienne Tshisekedi soient organisées par le pouvoir de Bruno Tshibala. Donc, lui, il disait que quand il prendra le pouvoir, quand il deviendra président de la République démocratique du Congo, il organisera les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Et beaucoup de gens ne voyaient pas l'issue, ne voyaient pas comment Félix Tshisekedi pouvait devenir président de la RDC. Et la suite, on connaît la suite. Alors, aujourd'hui, il faut aussi passer en revue les différentes péripéties. Par exemple, vous prenez Genève. Avant d'aller à Genève, HK, c'est très important de le mentionner, l'Université de New York et l'Institut GEC avaient publié un sondage mettant Félix Tshisekedi en tête. En tête, oui. Oui, s'il y avait élection en 2018, l'Université de New York avait mis Félix Tshisekedi en tête de tous les sondages. Et la personne qui venait après lui, Vital Kamerhe, il y avait un grand écart, hein, un grand fossé entre les deux. Alors, quand ils sont allés à Genève pour désigner le candidat commun de l'opposition, en principe, on ne devrait pas discuter. Donc, c'est lui qui devrait être candidat commun au point de vue de tous les critères hein, qui ont été définis, le poids du parti politique, l'UDPS, qui est le principal parti des masses en République démocratique du Congo, puisque ne confondons pas avec le PPRD qui est créé pendant que Joseph Kabila a été président de la République et qui est margé au budget de l'État. Donc, et puis, Félix Tshisekedi remplissait tous les critères. Mais quand ils sont allés à Genève, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Quelqu'un d'autre a été désigné comme candidat commun. Et là, tout le monde a jubilé. Les gens disaient que non, Félix Tshisekedi est fini politiquement. Mais il a retiré sa candidature.
et il est allé à Nairobi. Donc, il était le gagnant de Genève. Hein. Pour nous, en tant qu'initiés, nous les initiés, on savait que Félix Tshisekedi était le candidat, le gagnant de Genève, puisqu'il ne pouvait pas cautionner cette supercherie. Ce qu'il a fait. Et il est allé à Nairobi. À Nairobi, quand il a signé son fameux accord de Nairobi avec Vital Kamerhe, quand vous réalisez la copie de l'accord de Nairobi, vous allez vous rendre compte que Vital Kamerhe devait être le Premier ministre, il devait avoir le ministère de des Finances, il devait avoir la Banque centrale, il devait avoir l'Assemblée, il devait avoir, donc presque, je me rappelle à l'époque, les gens rigolaient en disant que, mais tu sais qu'il dit, il va diriger le pays comment, puisqu'il laisse toutes les prérogatives, excusez-moi, excusez-moi. Oui, ça va. Oui. Ça va. Alors, avec l'accord de Nairobi, tout le monde rigolait en disant, mais Tshisekedi va diriger le pays comment, puisqu'il laisse tout le pouvoir entre les mains de son adversaire, Vital Kamerhe. Et quand il est devenu président de la République, concernant Vital Kamerhe, je pense que la suite est connue. Donc, lui, il savait que Vital Kamerhe n'aurait pas toutes ces prérogatives qui étaient consignées dans l'accord de Nairobi, puisque la Constitution disait que pour être Premier ministre, il fallait être majoritaire. Et en tant que leader visionnaire, il avait déjà anticipé. Il savait qu'il n'aura pas la majorité, puisque, HK, tu te rappelles bien les conditions dans lesquelles les élections étaient organisées. Et un autre fait important qu'il faut mentionner à ce niveau-là, c'est la machine à voter. Donc, au moment où tout le monde disait qu'ils ne vont pas aller, tout le monde disait qu'il ne va pas aller aux élections avec la machine à voter, puisque tout était déjà triché, boutiqué d'avance, Félix Tshisekedi a dit, nous allons aux élections avec ou sans machine à voter. Et, oui, chacune de ces positions suscite des polémiques, il ne faut pas l'oublier, et à la fin, c'est lui qui sort gagnant. Donc, il est allé aux élections avec la machine à voter, il est sorti vainqueur des élections. Il est allé avec Vital Kamerhe, il est sorti vainqueur, Vital Kamerhe n'a pas eu la primature. Et puis, arrive le tour de l'accord FCC-Cash. Quand vous regardez l'accord de FCC-Cash, Joseph Kabila prend presque 70% de postes ministériels. Il prend les 2 chambres du Parlement, les assemblées provinciales, les gouverneurs de province, et sans tenir compte du fait qu'il avait les services de sécurité, l'armée, la police, les affaires, hein, puisque les secteurs informels de l'économie étaient quasi, et même dans une certaine mesure jusqu'à présent, dirigés par la famille Kabila, ses amis, et nationaux et internationaux. Et dans ce contexte-là, Félix Tshisekedi accepte cet accord, hein, bon, bien qu'on n'a jamais vu cet accord, mais il prend le pouvoir dans ces conditions. Et aujourd'hui, si on n'a pas de mauvaise foi, on va comprendre que Joseph Kabila, malgré tout cet attelage, malgré toutes ces précautions, tous ces pouvoirs illimités, Joseph Kabila aujourd'hui appartient au passé. Voilà. Et puis... Mais là, il y a une question fondamentale à laquelle peut-être certaines personnes veulent avoir de réponses et de précisions. Kabila, vous dites qu'il appartient au passé. En même temps, je ne sais pas si vous avez suivi mes dernières émissions, le FCC donne l'impression d'être la première force maintenant au sein de l'Union sacrée. Or, qui dit FCC voit Kabila. Est-ce que... Oui. En fait, là, moi j'aime bien prendre les rendez-vous avec l'histoire. Le FCC n'existe plus. Le PPRD n'existe plus. Comment ça? Non, d'abord avant de revenir au FCC, je pense que vous étiez en train d'évoquer la question de Félix Tshisekedi. Je suis tombé comme par hasard sur un de vos articles comme celui-ci. Vous faites de Tshisekedi l'homme politique de l'année. Donc cela veut dire que vous référez à tout ce que vous avez évoqué, son parcours. Parfois il s'est dit je perds, j'accepte tout.
et il gagne? Ou qu'est-ce qui vous a fait dire ça? En fait, l'événement majeur de l'année 2020, que lui-même avait annoncé comme étant l'année d'action, Oui. c'est la rupture de la coalition FCC-CACH, qui était une coalition très arrogante, qui s'arrogeait les droits de vie et de mort sur des millions de Congolais. Et Félix Tshisekedi a mis fin à cette coalition. Et toujours au cours de l'année 2020, Félix Tshisekedi a eu le contrôle de la Cour constitutionnelle, donc la justice. Il a eu, parce qu'il est le magistrat suprême. Donc, je ne suis pas en train de mélanger. Je tiens compte du principe de séparation du pouvoir consacré par Montesquieu, mais en tant que magistrat suprême, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République devrait travailler en harmonie avec les autres institutions dont il assure l'arbitrage en cas de problème. Mais là, on avait une cour constitutionnelle qui était sous la botte de l'ancien président. Vous vous rappelez Lambert Mende qui a dit que non, ils ont 5 juges à la cour constitutionnelle. Et Félix Tshisekedi a réussi à défenestrer Joseph Kabila de la Cour constitutionnelle. Il a nommé les magistrats, les nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Il a nommé les généraux. Il a fait la nouvelle mise en place au niveau de l'armée, du Conseil supérieur de la défense. Et puis, il a réussi toutes ces personnalités. Tu te rappelles, HK, le Premier ministre était entré en rébellion avec le soutien du FCC en évoquant la question du contre-saint qui est prévu par la Constitution. Mais Félix Tshisekedi a réussi, en un seul homme, il a réussi à récupérer le pouvoir sur la Cour constitutionnelle, à récupérer le pouvoir sur la défense, à récupérer le pouvoir sur la justice, puisqu'il a même révoqué, donc puisque le ministre de la Défense ne voulait pas démissionner et le président de la République l'a révoqué. Donc, oui, disons les choses telles qu'elles sont. Donc, fort de tous ces éléments, Félix Tshisekedi est bel et bien l'homme de l'année, l'homme politique de l'année 2020. Puisqu'il a réussi à rester le seul maître à bord. Aujourd'hui, nous parlons de la question nous débattons sur la question de l'union sacrée. Moi, je pense que les gens ont tort de s'alarmer. La question de l'union sacrée se déroule très bien. Il n'y a pas de problème et le chef de l'État sortira vainqueur. Qu'est-ce qu'on recherche avec la Cour? Qu'est-ce qu'on recherche avec l'union sacrée? Le président, il a bien dit dans son discours qu'il recherche la nouvelle majorité. C'est ce qu'il recherche. Et j'étais en train de dire que le FCC et le PPRD n'existent plus. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que ces deux structures ont été créées pendant que le président Joseph Kabila était président. Il faut que ceux qui nous suivent sachent que notre constitution ne permet pas à un président de la République de créer le parti politique pendant qu'il est président de la République. Or, Joseph Kabila, le PPRD et le FCC sont créés pendant que Joseph Kabila est président de la République. Mais ne parlons pas du FCC, parlons du PPRD, puisque c'est le PPRD qui est considéré comme son parti politique. Mais il ne pouvait pas créer le PPRD pendant qu'il était président de la République. Oui, sinon ça serait en violation de la loi. C'est pour cela même, vous avez vu l'apparition de l'expression autorité morale. C'est tout simplement une construction de juristes congolais qui dit tout simplement que le président de la République n'était pas le véritable chef de cette majorité puisqu'il était président de la République. Donc il n'était pas chef d'un parti. Et si tu te rappelles bien, Joseph Kabila lui-même s'est présenté à toutes les élections comme un candidat indépendant. Indépendant, oui. Donc, en d'autres termes, il n'a jamais créé un parti politique. Alors, aujourd'hui, avec la machine de Félix Tshisekedi, avec la machine de l'UDPS, Joseph Kabila a quitté le pouvoir à l'anglaise.
Donc, il a quitté la politique. Donc, j'allais dire, Joseph Kabila a quitté la politique à l'anglaise. Donc, le PPRD et le FCC... Oui. D'après vous, il n'a plus d'influence sur tout ce qui s'est fait aujourd'hui? Il n'est plus dans la politique. Donc, il faut prendre le rendez-vous avec l'histoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PPRD et le FCC ne peuvent plus fonctionner sans leur chef, sans quelqu'un qu'eux-mêmes considéraient comme étant... Du point de vue de droit, Joseph Kabila, il y avait incompatibilité entre Joseph Kabila et le fait d'être chef du PPRD, du point de vue du droit. Mais du point de vue d'arrangement personnel et particulier, tous ces caciques qui se comportent un peu comme, excuse-moi les termes, comme des enfants, comme des bébés. Donc, ils avaient quelqu'un qu'ils considéraient comme un paternaliste, un pater. Alors, aujourd'hui, avec la machine de Félix Tshisekedi, tous ces gens sont restés comme des orphelins. Donc, c'est comme ça que vous les voyez majoritairement. Ils ont essayé de bouder au début, puisqu'ils pensaient que Joseph Kabila allait les protéger, les couvrir. Mais tu te rappelles que depuis la chute du bureau de l'Assemblée nationale, Joseph Kabila n'a pas fait de déclaration. Alors, ça veut dire que lui, il n'est plus en politique et le président aura la nouvelle majorité. Et il y a deux faits importants. Je vais peut-être chuter par là pour te permettre de rebondir. Très rapidement, oui, très rapidement. Oui, il y a deux faits importants qu'il faut prendre en considération pour comprendre que le président de la République est dans le bon. Le premier fait, c'est le travail de l'informateur. C'est-à-dire, l'informateur a un mois, renouvelable une fois, pour rendre son rapport. D'ailleurs, je crois il y a quelques heures, il était reçu par le président de la République pour faire le rapport mi-parcours, parce qu'il reste, il a déjà travaillé pendant 2 semaines. Et tant que l'informateur est encore dans le délai légal de son travail, on ne peut pas considérer que c'est un échec. Le deuxième fait, c'est la nomination du nouveau bureau. Donc, on attend le nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui sera élu au cours de cette session extraordinaire. Je pourrais ajouter un troisième fait, c'est le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit clairement que les députés ne doivent pas être soumis au dictat des regroupements ou des partis politiques. Les députés sont libres. Là, c'est le cas d'Ensemble et puis le cas de députés du MLC. Exactement. Okay. C'est-à-dire que dans tous les cas, qu'il s'agisse du FCC ou de l'ensemble de Moïse Katumbi, d'ailleurs, je précise que l'ensemble de Moïse Katumbi, dans son ancienne formule, c'est-à-dire avant les élections du 30 décembre 2018, l'ensemble de Moïse Katumbi avait le même statut que le FCC. Donc, il n'était pas créé légalement. Il n'était pas créé légalement, donc il n'était pas enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur comme un regroupement politique légalement constitué. Donc normalement, si on est sérieux, Moïse Katumbi n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Si nous sommes sérieux. D'accord, alors là, tu me pousses encore à poser beaucoup de questions. Je pense qu'on va revenir là. C'est une bonne révélation. Peut-être nous autres, on n'avait pas suffisamment tiré d'attention sur ça. Puisque vous avez évoqué la question de Modeste Bahati tout à l'heure, je crois, puisque j'étais en train de lire beaucoup d'articles sur tout ce que vous avez fait, bon, je ne retrouve pas l'article, vous avez prédit à l'époque la victoire de Modeste Bahati, les faisant passer pour quelqu'un qui avait gagné le Sénat, mais Tambo Mwamba n'était pas élu. Vous avez même prédit aujourd'hui l'éclatement du FCC, et je me dis que ce monsieur, c'est un prophète. Est-ce que vous pouvez juste nous faire qu'est-ce qui vous avait motivé, qu'est-ce que vous avez vu de loin pour parler de ce que Modeste Bahati est aujourd'hui, et même l'éclatement du FCC, peut-être dans quelques secondes, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission pour aujourd'hui. En fait, Modeste Bahati, qui est un leader transgénérationnel, hein, puisqu'il est dans la scène politique depuis l'époque de Mobutu, il est professeur d'université, c'est un économiste, c'est aussi un homme d'affaires prospère.
Modeste Bahati avait refusé d'obtempérer au mot d'ordre de ce qu'ils appelaient à l'époque comme l'autorité morale. À partir de ce moment-là, en briguant la présidence du Sénat contre la volonté de ce qu'on appelait comme étant autorité morale, qui agissait toujours avec les revolvers sur la tempe, Modeste Bahati, à ce moment-là, il avait montré à la face du monde, il avait un peu démystifié en montrant à la face du monde que Kabila était un individu comme tout le monde, il n'était pas un dieu et que le FCC n'était pas cette structure disciplinée, homogène, une machine politique qu'on nous avait toujours présentée. Et quand il s'est présenté contre Thabo Mbeki, officiellement, il était proclamé avec 41% de suffrage. Cela veut dire que l'Assemblée, le Sénat étant majoritairement FCC, puisqu'il faut rappeler que l'UDPS n'a aucun sénateur. C'est-à-dire qu'on pouvait se poser la question de savoir qui avait voté pour Modeste Bahati. Donc, c'était le même député du FCC qui avait voté Modeste Bahati. Et comme les chiffres sont toujours manipulés, tripatouillés, et moi, j'avais prédit que Modeste Bahati va jouer un rôle très important. Il va, en tant qu'administrer une leçon qui sera suivie par d'autres caciques du FCC, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En faisant début l'informateur, on a vu que d'autres caciques du FCC l'ont suivi dans l'union sacrée de la nation proclamée par le président Félix Tshisekedi. Donc, pour finir, il faut dire que le citoyen congolais reste tranquille. Félix Tshisekedi utilise la méthode du leader chinois Deng Xiaoping. Sa stratégie, c'est traverser la rivière en tâtant les pieds. C'est-à-dire, quand Mao Tse-tung est mort en 1978, 2 ans après, Deng Xiaoping, le nouveau leader, a commencé à déboulonner l'ancien système des caciques. Il a ouvert la Chine au monde. Il a obtenu la rétrocession de Hong Kong par les Britanniques et il a travaillé avec la diaspora chinoise. Et ce sont des facteurs avec la position géographique de la Chine par rapport à ses voisins, la Corée, le Singapour, le Japon et d'autres dragons. C'est ce qui a favorisé le développement de la Chine. Et Félix Tshisekedi est dans cette logique-là. C'est un président sur qui il faut compter et c'est lui qui va réformer la RDC et qui va permettre au pays de se développer. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Ce sont ce genre d'informations que nous cherchions. Et je pense que nous allons tenter de vous joindre encore pour la prochaine fois, puisque apparemment vous êtes une boîte à Pandore et nous voulons avoir tout ce que vous avez sur cette réalité de la gouvernance Tshisekedi, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a même des déceptions, mais d'après tout ce que vous venez de nous dire tout à l'heure, il y a un peu d'espoir que les choses pourraient peut-être changer. En quelques secondes, votre conclusion pour aujourd'hui, en quelques secondes. En quelques secondes, puisque j'ai suivi à d'autres personnes qui parlent du rétropédalage des UDPS. C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui, c'est de dégager la majorité. Le président peut dire, OK, écoutez, je vais vous donner la présidence de ceci, je vais vous donner la primature, mais dès qu'il a la majorité au Parlement, il va user de son pouvoir constitutionnel pour désigner le Premier ministre au sein de la majorité. Il ne sera pas tenu par un quelconque accord, puisque la Constitution lui donne la prérogative de désigner le Premier ministre en utilisant son pouvoir discrétionnaire. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal, du Grand Journal, un média d'investigation, de prospective et de solutions, co-auteur et ancien président du Forum africain de reporters africains d'investigation. Alors, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir dans notre émission pour la première fois aujourd'hui. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et nous allons encore avoir besoin de vous dans les jours à venir, puisque la situation de la RDC a besoin de gens qui font de bonnes analyses et qui ont de bonnes informations comme vous. Merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui
et bonne soirée chez vous. Au revoir. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous allons terminer ce magazine aujourd'hui. Un magazine avec sujet Union sacrée, vers quelle issue? Vous avez suivi ces analyses de notre invité du jour qui était très précieux, très important. Et nous espérons que l'invité sera toujours à notre disposition pour nous donner des informations dont nous avons besoin. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de vous abonner à notre chaîne HK Today, s'il vous plaît. Abonnez-vous ici et faites abonner les autres. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Merci, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, comme vous le savez. Chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro.